En ces temps où notre vie est de plus en plus rythmée par les routines quotidiennes, il n'est pas surprenant que les habitudes soient au centre de notre existence. Cependant, saviez-vous que ces habitudes peuvent être le catalyseur de nos succès ou de nos échecs? C'est précisément ce que Charles Duhigg, journaliste d'investigation du New York Times, a exploré dans son livre révolutionnaire, Le pouvoir des habitudes. À travers des exemples fascinants tirés de la vie quotidienne, Duhigg a révélé comment nos habitudes peuvent influencer notre santé, notre bien-être et même notre succès professionnel. Dans cette vidéo virale, nous allons explorer les points forts de ce livre influent, en vous fournissant un aperçu clair et concis du pouvoir des habitudes et de leur impact sur notre vie. Alors asseyez-vous, détendez-vous et laissez-nous vous guider dans le monde fascinant des habitudes et de leur influence sur notre vie. L'histoire d'Eugène Pauly est une incroyable illustration de l'importance des habitudes dans nos vies. Après avoir été victime d'une encéphalite virale qui lui a causé des lésions cérébrales, Eugène a oublié l'existence de son propre fils et a eu des difficultés à se souvenir de son âge ou de ses amis. Cependant, il a pu retrouver son chemin chez lui, grâce à ses habitudes ancrées en lui. Cette expérience a été le point de départ de grandes avancées scientifiques. Les chercheurs du MIT ont étudié les ganglions de la base du cerveau et ont découvert que les noyaux gris stockent les habitudes, permettant ainsi au cerveau de se mettre en veille lors des mouvements de routine. Lors d'expériences avec des rongeurs, les scientifiques ont décrypté l'activité cérébrale lorsqu'un individu se retrouve dans une situation familière. Le cerveau suit un schéma précis pour se mettre en veille au bon moment: signal, routine, récompense. Les habitudes sont donc essentielles pour soulager le cerveau de décisions futiles. Elles sont enracinées en nous et ne peuvent disparaître, mais elles sont aussi très fragiles. Si un détail change, elles seront perturbées. En somme, les habitudes sont à la fois très puissantes et très fragiles. Bonnes ou mauvaises, elles sont ancrées en nous et ne peuvent être ignorées. Cette histoire fascinante et les recherches scientifiques qui en découlent montrent à quel point les habitudes sont importantes dans nos vies et comment elles peuvent influencer notre cerveau de manière profonde et durable. Au XIXe siècle, Claude Hopkins a révolutionné la publicité en faisant des habitudes une science. Il a compris que pour vendre un produit, il fallait créer des déclics. Pour cela, il a défini deux principes de base: trouver un signal simple et évident et définir clairement la récompense. En utilisant ces principes, Hopkins a réussi à instaurer une nouvelle habitude dans la société américaine, le brossage de dents. En ajoutant un élément à la boucle de l'habitude, le désir, il a créé un cycle de l'habitude précis pour le dentifrice Pepsodent. Il a vendu une sensation de propreté plutôt qu'un produit. Aujourd'hui, le brossage de dents est devenu un geste quotidien, mais Hopkins a également influencé d'autres produits. Lorsque Febreze a été mis au point pour éradiquer les mauvaises odeurs, il ne s'est pas vendu aussi bien que prévu, voire pas du tout. Des experts en psychologie du consommateur ont découvert que sans un signal tel qu'une mauvaise odeur, il ne peut pas y avoir d'automatisme. Ils ont donc décidé de changer le motif d'utilisation de Febreze et de l'utiliser comme touche finale du ménage. La formule de base a été modifiée et un parfum a été ajouté. Les gens ne voulaient pas d'un intérieur inodore, mais d'une maison qui sent bon. Ainsi, Febreze est devenu un produit utilisé quotidiennement par les consommateurs. Cette histoire fascinante montre comment les habitudes peuvent être influencées et créées par des signaux simples et clairs, ainsi que par la définition précise de la récompense. Les habitudes peuvent être utilisées pour vendre des produits, mais elles sont également essentielles dans notre vie quotidienne, car elles nous permettent de faire des choix sans y penser. Wolfram Schultz a prouvé que les habitudes créent des besoins neurologiques. Prenez l'exemple des addictions, telles que le tabac ou l'alcool. La vue d'un paquet de cigarettes crée une envie de fumer, un besoin de nicotine. Cette tentation est presque insurmontable, elle est même plus forte que tous les inconvénients qui existent. La boucle de l'habitude est plus forte lorsque l'envie y est associée: signal, envie, routine, récompense. Bill Wilson, fondateur des Alcooliques Anonymes, a réussi à créer l'une des plus puissantes formules de changement. Après avoir goûté à l'alcool lorsqu'il était en France pendant la Première Guerre mondiale, il est devenu alcoolique. Cependant, après avoir perdu son mariage et sa fortune à cause de l'alcool, il a réussi à arrêter de boire en suivant une démarche simple et personnelle. Chaque individu tente de découvrir ce qui le pousse à boire et ce que la boisson lui apporte comme satisfaction. En comprenant la boucle de l'habitude, il est possible de changer un comportement en modifiant uniquement la routine. Les Alcooliques Anonymes sont basés sur la spiritualité et la communauté, rassemblant deux facteurs de réussite, la foi et l'esprit de groupe. Une étude menée par Ulf Müller, neurologue, a démontré que les thérapies, comme celle des A, sont plus prometteuses qu'une modification chirurgicale du cerveau. Cette étude montre que la compréhension des habitudes peut conduire à un changement de comportement efficace, sans intervention chirurgicale.
En disséquant les habitudes et en comprenant les signaux, les envies, les routines et les récompenses, il est possible de changer de comportement et de trouver un nouvel équilibre. Les alcooliques anonymes ont démontré que la spiritualité et la communauté peuvent être des éléments clés pour un changement durable. En 1996, les Tampa Bay Buccaneers étaient l'une des équipes les plus médiocres de la Ligue de football américaine. Leur surnom, le paillasson de l'Amérique. Mais cela n'a pas découragé Tony Dungy, l'entraîneur qui allait transformer cette équipe de perdants en champions. Son secret, la philosophie du changement des habitudes. Dungy a compris qu'en inculquant des automatismes simples, il pouvait accélérer le temps de réaction des joueurs et transformer leur tactique de jeu en automatisme. Mais comment y parvenir? Pour Dungy, la règle d'or est de changer tous les automatismes, tant que le début et la fin de la boucle des habitudes restent inchangés. En enseignant à ses joueurs des mouvements clés et en les faisant répéter jusqu'à la perfection, les joueurs ne laissent pas de place à la réflexion et ne font pas de faux pas en plein match. Mais lors de matchs importants sous forte pression, les joueurs reviennent souvent sur leurs acquis et perdent leurs moyens. Pourquoi? Dungy a cherché la réponse pendant des années, jusqu'à ce qu'un événement tragique l'éclaire. En effet, 3 jours avant Noël, son fils s'est suicidé. Bouleversé, Dungy a reçu un soutien inattendu de la part de son équipe, les Colts. Leur réconfort et leur détermination à jouer leur match avec conviction ont fait la différence. Cette tragédie a été un déclic pour Dungy et son équipe, leur permettant de changer leurs habitudes et d'atteindre la victoire. Car comme le prouve cette histoire, il arrive parfois qu'un événement tragique serve de catalyseur pour changer nos habitudes et atteindre notre potentiel. En 1987, Paul O'Neill devient PDG d'Alcoa, une entreprise d'aluminium américaine d'envergure. Les attentes de l'audience sont grandes lors de son discours de présentation. Mais, au lieu de parler de profit ou de chiffre d'affaires, O'Neill se concentre sur un seul sujet, la sécurité au travail. Ce choix surprenant désoriente l'auditoire qui s'interroge sur la capacité d'un PDG à réussir sans chercher le profit. O'Neill a choisi de créer une habitude clé, en se concentrant sur la sécurité au travail. Cette méthode paye rapidement, les bénéfices annuels de l'entreprise sont multipliés par 5 en seulement 13 ans. Mais comment O'Neill a-t-il réussi à augmenter les bénéfices en misant sur la sécurité au travail? Il a mis en place un processus qui a peu à peu changé l'entreprise. En se focalisant sur la sécurité, O'Neill a réussi à comprendre le fonctionnement de l'entreprise et à isoler les failles. Chaque accident de travail était analysé en détail et une communication automatique était instaurée entre les différents échelons de l'entreprise. Chaque erreur ayant entraîné une blessure était minutieusement examinée, et les machines à l'origine de ces accidents étaient remplacées. Les responsables d'équipe ne respectant pas la philosophie de sécurité étaient licenciés, peu importe leur ancienneté. Cette méthode a rapidement amélioré la productivité et la rigueur de travail, permettant de renforcer la sécurité et de créer un climat propice à l'innovation. Les employés se sentaient impliqués et motivés, renforçant ainsi leur engagement envers l'entreprise. Aujourd'hui, le mode de gestion d'O'Neill est étudié dans les plus grandes universités du pays et repris par d'autres entreprises. Cette histoire illustre comment la mise en place d'une habitude clé peut avoir un impact important sur l'entreprise et ses employés, et comment un changement progressif peut conduire à des résultats remarquables. En 2008, Michael Phelps, l'un des plus grands nageurs de tous les temps, était anxieux avant chaque compétition. Mais grâce à une routine clé instaurée par son coach, il a pu transformer sa faiblesse en force. Avant chaque course, il visualisait une vidéo de sa course parfaite pour se calmer et se concentrer. Cette routine s'est enracinée en lui et a permis à Phelps de contrôler d'autres aspects de sa vie, comme son alimentation et son sommeil. Ainsi, même lorsqu'il a perdu ses lunettes lors des Jeux Olympiques de Pékin, il est resté calme et a battu le record mondial, remportant sa 10e médaille d'or. C'est en changeant une habitude clé que Phelps a pu prendre le contrôle de sa vie et devenir l'un des plus grands athlètes de l'histoire. Ce principe s'applique également à d'autres domaines de la vie. Par exemple, le mouvement de défense des droits homosexuels a réussi à faire adopter des textes de loi en demandant une simple reclassification moins dévalorisante des livres sur le mouvement de la libération homosexuelle à la Bibliothèque du Congrès. Cette action a permis de redéfinir l'homosexualité, en cessant de la considérer comme une maladie mentale, et a ouvert la voie à une évolution de la législation. De même, une étude de 2009 a prouvé que la retranscription quotidienne des repas permettait aux individus de mieux contrôler leur alimentation en identifiant les moments de la journée où ils ont une petite faim. Cette structure de base permet de reprendre en main son alimentation et de changer ses habitudes alimentaires. En fin de compte, il est possible de prendre le contrôle de sa vie en identifiant une habitude clé et en la changeant progressivement pour améliorer son quotidien. Travis Leach a grandi dans un environnement familial chaotique, où ses parents étaient souvent sous l'emprise de l'héroïne.
Victime de harcèlement scolaire, il quitte l'école à l'âge de 16 ans et enchaîne les petits boulots. Sa fragilité émotionnelle le rend incapable de gérer les critiques, ce qui le rend instable et incapable de conserver un emploi. Un jour, un client de l'un de ses boulots lui suggère de postuler chez Starbucks. Travis est embauché comme barman et, grâce à la formation que l'entreprise lui a offerte, il est aujourd'hui à la tête de 2 Starbucks et gère 40 employés, sans aucune dette et avec un salaire annuel de 44 000 $. Comment Starbucks a-t-il réussi à transformer un jeune homme fragile et instable en un entrepreneur prospère? La marque a été créée par Howard Schultz, qui a lui-même connu la pauvreté dans son enfance. Soutenu par sa mère, qui le poussait à se fixer des objectifs, il a racheté Starbucks en 1987, alors qu'elle était en difficulté. Schultz est convaincu que chaque individu a des capacités et mise sur la confiance qu'il accorde à ses employés ainsi que sur l'importance des relations humaines. Il a ainsi mis en place des manuels pour aider les employés à gérer leurs émotions dans des situations stressantes, comme des clients impolis ou des files d'attente interminables. Si Travis avait travaillé chez Starbucks plus tôt, il aurait pu être présent pour sa mère et son père lors de leurs moments difficiles. L'entreprise a ainsi permis à Travis de transformer sa vie grâce à des méthodes simples, mais efficaces, et à sa conviction que chacun peut réussir. Imaginez une pièce remplie d'enfants et d'un seul marshmallow posé sur une table. L'objectif pour ces enfants est de résister à la tentation de manger ce bonbon pour avoir droit à une récompense double. Certains n'arrivent pas à patienter et cèdent à la tentation, tandis que d'autres se montrent plus forts et résistent. Des chercheurs ont mené une étude fascinante pour comprendre comment la volonté et la capacité de s'autodiscipliner influencent notre vie. Ils ont suivi ces enfants pendant des années, jusqu'au lycée, et ont découvert que ceux qui ont su résister à la tentation avaient une vie plus réussie dans tous les aspects, de l'alimentation à la situation sociale. Intrigué par ces résultats, Mark Mureven, étudiant en psychologie, a mené d'autres expériences pour en savoir plus sur la volonté. Dans l'une de ses études, il a rassemblé 2 groupes d'étudiants dans une salle remplie de cookies et de radis. Chaque groupe n'a le droit de manger que le contenu d'un seul récipient, soit les cookies, soit les radis. Les mangeurs de radis ont dû faire preuve d'autodiscipline pour résister à la tentation des cookies. Mark a ensuite testé si la volonté était une ressource infinie. Il a présenté aux 2 groupes un casse-tête géométrique impossible à résoudre et a observé leur capacité à résister. Les mangeurs de cookies se sont concentrés pendant environ 19 minutes, tandis que les mangeurs de radis n'ont tenu que 8 minutes avant d'abandonner. Mais peut-on renforcer la volonté? Les chercheurs australiens ont mené des expériences en poussant les individus à dépasser leurs limites dans différents domaines, comme le sport. Ils ont découvert que la volonté peut être renforcée dans un domaine pour ensuite se répercuter dans d'autres aspects de notre vie. La volonté est donc comme un muscle que nous pouvons exercer et renforcer, mais qui peut aussi se fatiguer. Elle dépend également de nos sentiments et de la manière dont nous nous adressons aux autres. Mais si nous sommes prêts à travailler notre volonté, nous pourrons atteindre de nouveaux sommets et dépasser nos limites. Deux professeurs de Yale ont écrit un livre qui est devenu une référence pour les stratèges commerciaux et les marketeurs, la théorie évolutionniste du changement économique. Leur message est clair: pour réussir, les entreprises doivent trouver un équilibre dans leurs habitudes organisationnelles, afin de maintenir une paix durable entre leurs employés. Malheureusement, tous les lieux de travail ne sont pas dotés de routines bien pensées, et cela peut rapidement mener à la catastrophe. L'hôpital de Rhode Island en est un exemple flagrant. Autrefois réputé, il a vu sa réputation s'effondrer lorsque des habitudes délétères ont mené à son surnom, l'établissement en perdition. Les tensions entre infirmières et médecins ont atteint des sommets tels que les infirmières ont instauré des routines pour pouvoir travailler dans des conditions optimales. Cependant, cela a mené à des désastres. Les infirmières n'osaient pas contredire les médecins les plus autoritaires, même lorsque ceux-ci ne respectaient pas leur temps de pause, menant à des erreurs médicales. Pour instaurer une paix durable dans un environnement professionnel, il faut respecter 3 principes essentiels: l'équilibre des pouvoirs, la création d'une paix durable, et l'énonciation claire des responsabilités de chacun. Cependant, ces principes ne sont souvent mis en place qu'à la suite d'une crise majeure. En 1987, une station de métro de Londres est le théâtre d'un incendie meurtrier qui aurait pu être évité. Les procédures strictes et la culture de la non-intervention ont empêché les employés de signaler le danger, malgré les alertes répétées des passagers. Le drame qui a coûté la vie à 30 personnes aurait pu être évité si la communication et la sécurité avaient été la priorité absolue. Cependant, chaque crise est une opportunité de réforme, et c'est ce qu'il s'est passé après l'incendie. Desmond Funnell, enquêteur, a publié un rapport accablant sur l'incompétence bureaucratique du métro de Londres, poussant les dirigeants et le gouvernement à agir. Les directeurs ont été remplacés et des changements majeurs ont été apportés au fonctionnement du réseau pour assurer la sécurité des passagers.
Ce tragique événement montre que la culture organisationnelle et les habitudes doivent être mises en question et que la sécurité des individus doit être la priorité absolue. Les crises peuvent être difficiles à traverser, mais elles sont des occasions précieuses de se remettre en question et d'adopter des mesures pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Autrefois, les grandes chaînes de distribution usaient de techniques de vente pour pousser les clients à acheter plus. La psychologie était leur allié et ils recouraient aux statistiques pour anticiper les habitudes d'achat de chaque catégorie de la société. Andrew Paul, expert en analyse de données chez Target, est un spécialiste de la question. Il analyse les données transmises par les clients lors de leurs achats pour définir des profils individuels et leur proposer des produits ciblés. Une étude menée en 1984 a montré que les habitudes de consommation évoluent lors d'événements majeurs. L'arrivée d'un bébé, par exemple, est une aubaine pour les marques. Andrew a mis au point un programme capable d'identifier les femmes enceintes selon leurs achats et même de prédire la date de l'accouchement pour envoyer des coupons pour les couches. Les habitudes d'achat des consommateurs sont au cœur de la stratégie de vente. Mais les statistiques ne suffisent pas toujours. En 2003, le logiciel Ipsos Science a prédit que la chanson « Eya » du groupe Outkast serait un tube, mais cela ne s'est pas produit. Les chansons qui plaisent le plus sont celles qui ont un air familier, mais « Eya » ne ressemblait à aucune autre et les radios ont dû l'intégrer subtilement entre deux hits pour que les auditeurs l'acceptent. Dans le monde de l'alimentation, la Commission des habitudes alimentaires a réussi à intégrer les abats de viande dans le régime alimentaire des Américains en se basant sur la politique de l'habitude. Pour adopter un nouveau comportement, celui-ci doit revêtir une apparence familière. Les habitudes ont une grande influence sur les choix des consommateurs, et les marques l'ont bien compris. Dans l'Amérique des années 1950, la discrimination raciale était omniprésente. Les Noirs étaient victimes d'une ségrégation qui les empêchait de vivre comme ils l'entendaient. Dans ce contexte, la figure emblématique de Rosa Parks a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la lutte pour les droits civiques. En refusant de céder sa place à un blanc dans un bus de Montgomery, cette femme courageuse a donné le signal d'une lutte sociale sans précédent. Ce mouvement n'est pas né de nulle part. Des voix s'étaient déjà élevées contre la ségrégation, mais c'est l'importance des réseaux sociaux de Rosa Parks qui a rendu possible la mobilisation de toute une communauté. Son engagement était ancré dans son tissu social, composé de relations diverses et variées, qui se sont progressivement mobilisées pour la soutenir. Le mouvement a alors connu une phase de structuration, portée par la figure charismatique de Martin Luther King, qui a su incarner la lutte anti-ségrégation avec intelligence et pacifisme. Ce pasteur a donné une identité forte au mouvement, qui a ainsi pu se rassembler autour d'un leader capable de guider la communauté avec amour et pardon. Grâce à cette force collective, le mouvement a finalement obtenu gain de cause, avec l'abrogation de la loi sur les transports en 1956 et la signature du « Civil Rights Act » en 1964. Ce n'est donc pas un hasard si l'histoire a retenu ce mouvement comme un exemple de lutte sociale réussie. Il a démontré que les habitudes sociales ont un pouvoir immense, qu'elles peuvent changer la société, et que tout est possible lorsque la communauté se mobilise autour d'un leader inspirant. Deux histoires, deux destins, deux visions différentes de la responsabilité. Angie Bachman et Brian Thomas ont tous les deux commis des actes graves, mais leur culpabilité est-elle la même ? Angie, mère au foyer délaissé, cherche à fuir ses problèmes en se rendant régulièrement au casino. Au début, elle joue avec intelligence et maîtrise, mais l'addiction finit par prendre le dessus et elle perd 900 000 $. Pourtant, malgré son envie de changer, elle continue de jouer, impuissante face à ses propres habitudes. Le neurobiologiste cognitif a identifié le problème des joueurs addicts. La victoire leur procure une excitation neurologique, les zones cérébrales de l'émotion et de la récompense sont très actives en période de jeu. Brian Thomas, lui, est somnambule depuis l'enfance. Une nuit, dans une terreur nocturne, il confond sa femme avec un cambrioleur et l'étrangle. Il n'a aucun souvenir de son acte, et pour cause, les terreurs nocturnes plongent le cerveau en veille, ne permettant que des mouvements primitifs, marche, respiration, lutte. Brian sera déclaré innocent, inconscient de son mal et sans aucun moyen d'empêcher cette tragédie. La question de la responsabilité se pose donc. Angie a-t-elle la même responsabilité que Brian dans leurs actes respectifs ? Pour Chris Idzikowski, spécialiste du sommeil, la réponse est claire, Brian est innocent, alors qu'Angie est coupable de son addiction. Consciente de ses habitudes de jeu, elle avait la responsabilité de changer, avant qu'il ne soit trop tard. Deux destins, deux visions de la responsabilité, mais une chose est sûre, les habitudes peuvent avoir des conséquences graves, et chacun est responsable de ses propres choix. Si vous vous êtes déjà retrouvé prisonnier de vos habitudes, vous savez combien il peut être difficile de les briser. Mais grâce aux travaux de Charles Duhigg, vous pouvez apprendre à les comprendre et à les modifier.
La première étape consiste à déterminer votre routine, que ce soit la consommation de tabac, la surutilisation d'Internet ou les habitudes alimentaires. Ensuite, identifiez la récompense que vous obtenez de cette routine. Est-ce que fumer vous donne une pause ou une sensation de détente? La troisième étape est de déterminer le signal qui déclenche votre habitude. Est-ce que c'est l'heure de la journée, votre état émotionnel ou l'endroit où vous êtes? En identifiant le signal, vous pouvez remplacer l'habitude néfaste par une nouvelle habitude plus saine. Enfin, il est important de se répéter chaque jour que vous êtes capable de changer vos habitudes. En vous concentrant sur les petites victoires, vous pouvez créer de nouvelles habitudes et changer votre vie. Le changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais avec la persévérance et la pratique, vous pouvez briser les cycles de vos habitudes néfastes et créer une nouvelle routine plus saine et plus productive. Et voilà, chers amis, vous avez exploré les méandres des habitudes humaines en compagnie de Charles Duhigg. Vous avez découvert que les habitudes peuvent changer le cours de votre vie, pour le meilleur comme pour le pire, mais qu'il est possible de les maîtriser et de les modifier grâce à une méthode simple et efficace. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes, et si vous voulez en savoir plus sur les habitudes et la méthode de Duhigg, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour acheter son livre. Continuez à explorer le monde fascinant des habitudes et à apprendre à mieux vous connaître. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.